Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la ségrégation socio-spatiale. Mais la ségrégation socio-spatiale, qu'est-ce que c'est? La ségrégation socio-spatiale, c'est quand des gens différents les uns des autres vivent dans des quartiers différents. Ces différences peuvent être liées à l'argent, à l'âge, à l'ethnie ou à d'autres critères, et donc il y a des quartiers pour telle ou telle catégorie sociale. La ségrégation socio-spatiale se mesure avec des indicateurs. Les trois principaux sont l'indice de ségrégation, l'indice de dissimilarité et l'indice de concentration. L'indice de ségrégation mesure la distribution d'un groupe, c'est-à-dire le fait qu'il se mélange plus ou moins aux autres groupes. Il varie de 0 à 1. Plus il est proche de 0, plus le groupe en question se mélange aux autres groupes. S'il vaut 1, alors le groupe est en totale autarcie. L'indice de dissimilarité, quant à lui, mesure l'inégale répartition entre deux groupes. Il varie aussi de 0 à 1. En fait, celui-ci a été créé aux États-Unis dans les années 60, donc à l'époque de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, lutte menée par Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks et les autres. Dans ce contexte, on a eu besoin d'un indice qui mesure la dissimilarité entre deux groupes qui étaient alors les blancs et les noirs. Un indice de dissimilarité à 0 signifiant que là où il y a l'un, il y a aussi l'autre, et un indice de dissimilarité à 1 signifiant qu'il n'y a pas un blanc et un noir qui vivent dans le même quartier. Et les deux extrêmes ne sont jamais vraiment atteints, bien qu'aujourd'hui, cet indice soit aussi utilisé pour d'autres catégories sociales, genre des classes de revenus. Enfin, l'indice de concentration montre si un groupe est réparti dans toute la ville ou plutôt dans certains quartiers. Il varie aussi de 0 à 1. S'il est à 0, cela signifie que ce groupe a la même répartition partout. Si par exemple une ville a 20% de cadres et que l'indice de concentration des cadres est à 0, cela veut dire qu'il y a 20% de cadres dans chaque quartier de la ville. Et si à l'inverse cet indice est à 1, cela veut dire que le groupe en question est dans un seul et unique quartier et qu'il n'y en a pas dans les autres. Les deux extrêmes n'étant encore une fois jamais atteints. Pour concrétiser les choses, je vais vous montrer un schéma avec des points rouges, verts, bleus et jaunes répartis dans 9 cases. Sur ce schéma, on remarque tout de suite visuellement que les points verts sont les mieux répartis. Il y en a à peu près autant partout. Ce sont donc les points verts qui ont l'indice de concentration et de ségrégation les plus faibles. On ne peut pas en dire autant des points rouges et des points bleus qui sont davantage concentrés dans certaines cases et totalement absents dans d'autres. Les points jaunes sont ici un cas intermédiaire. Si on regarde plus attentivement, on s'aperçoit que les points jaunes et les points rouges semblent se repousser mutuellement. Là où il y a beaucoup de l'un, il n'y a pas ou peu de l'autre. C'est ce qu'on appelle en géographie et en statistique une forte dissimilarité entre deux groupes. Les points rouges et les points jaunes ne se mélangent que très peu, alors que les points verts se mélangent bien plus aux autres. Les points verts ont ici des indices de ségrégation et de concentration les plus proches de 0. Dans une ville, au lieu de mesurer la répartition des points de telle ou telle couleur, on mesure celle des groupes sociaux. Ce peut être des professions, des classes de revenus, d'âge ou même dans certains pays des groupes ethniques. Aux États-Unis, au recensement, on demande à chacun à quelle ethnie il se rattache. S'il se définit comme blanc, comme afro-américain, hispanique, asiatique, amérindien, etc. Et on fait des statistiques basées sur ça, donc sur du déclaratif, disant dans telle ville, dans tel quartier, il y a tel pourcentage de telle ethnie. Mais ce n'est que du déclaratif. Si je déménage là-bas et que je dis aux censeurs que je suis amérindien, ils me compteront dans leurs statistiques comme un amérindien alors que je ne le suis pas. Par contre, en France, de telles statistiques sont illégales. Je vous laisse débattre en commentaire pour savoir quelle méthode marche le mieux, laquelle est plus ou moins raciste, mais du coup, ça fait qu'aux États-Unis, on peut mesurer la ségrégation d'une ethnie par rapport à une autre, ce qu'on ne peut pas faire en France. En France, on ne mesure que la ségrégation des 6 catégories socio-professionnelles de l'INSEE, qui sont des catégories de métiers classées en fonction du niveau de diplôme et du salaire. D'une manière générale, on peut dire que plus une ville est grande, plus elle est ségrégée. La surreprésentation de telle catégorie sociale dans tel quartier sera plus importante à Paris que dans une grande ville de province comme Nantes, Bordeaux ou Lille, qui sont elles-mêmes plus ségrégées que les villes moyennes. À population égale, une ville brésilienne sera plus ségrégée qu'une ville américaine, elle-même plus ségrégée qu'une ville française, qu'il sera plus qu'une ville danoise.
En effet, la ségrégation socio-spatiale augmente avec les inégalités sociales dans le pays. La ségrégation socio-spatiale peut avoir trois principales causes. La mise à l'écart intentionnelle, institutionnalisée de certains groupes sociaux, comme ce fut le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, ou bien l'effet structurel de processus économiques, notamment du marché immobilier, ou bien l'effet cumulé de chaque décision individuelle, allant de celle du mec qui cherche à se loger à celle des pouvoirs publics, en passant par les offices de logement social, les promoteurs, etc. Le système économique capitaliste génère des inégalités sociales et donc une position inégale sur le marché du logement, où les plus riches peuvent accéder à un logement de leur choix et les plus pauvres ont ce qui reste. Or, le prix d'un logement ne dépend pas que de sa taille ou de son confort, mais surtout de sa localisation. Donc une hiérarchie entre les quartiers se crée en fonction du prix. C'est ce qui explique que plus les inégalités de revenus sont fortes, plus la ségrégation l'est. Cette explication par le marché explique ça, mais n'explique pas le fait que telle catégorie sociale soit plus ségrégée que telle autre. Pour cela, il faut ajouter à l'explication économique d'autres causes, notamment les choix individuels de chaque personne cherchant un logement. Généralement, les plus riches sont ceux qui souhaitent le moins se mélanger à des catégories sociales moins bien loties. Et c'est pour ça que, quelle que soit la ville, ce sont eux qui ont les indices de concentration et de ségrégation les plus élevés. Les classes moyennes, quant à elles, sont les catégories sociales les mieux réparties et les moins ségrégées. Ce phénomène de ségrégation ne se produit pas seulement entre riches et pauvres, mais aussi entre les générations. Mais là, ce sont des processus différents qui ne sont pas sans lien avec la périurbanisation, dont j'ai parlé dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. J'y ai notamment dit que les patelins proches d'une grande ville, ceux où habitent les gens qui travaillent dans la ville voisine, là-bas, les classes moyennes sont très surreprésentées, les pauvres et les riches étant principalement dans la ville dense. De même, ces patelins sont l'espace de vie des familles. Il y a donc assez peu de jeunes actifs ou d'étudiants, la plupart des habitants ayant dépassé la trentaine. Eh bien, au sein même d'un patelin, on observe une ségrégation par âge. Chaque lotissement a sa génération. Dans un lotissement construit il y a 2 ou 3 ans, les trentenaires sont majoritaires, alors que dans un lotissement qui date des années 80, il y a plutôt des sexagénaires et des septuagénaires. Bien sûr, cette ségrégation n'a absolument rien d'institutionnalisé. Elle est due au parcours résidentiel des gens, chaque génération arrivant dans le périurbain à son tour, quand elle accède à la propriété, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la périurbanisation. Toutefois, dans une étude que j'ai lue pour cette vidéo, portant sur les aires urbaines de Besançon, Mulhouse et Strasbourg, les périphéries aisées, soit ce qui peut être assimilé au périurbain proche et à la banlieue pavillonnaire, les nouveaux arrivants sont de plus en plus riches, ce qui semble quand même montrer que le périurbain connaît des processus similaires à ceux des villes. La composition sociale d'un quartier n'est pas figée, elle peut évoluer dans le temps. Un quartier populaire peut connaître un phénomène qui s'appelle la gentrification. C'est quand des gens plus riches que les habitants initiaux du quartier s'y installent massivement au point de remplacer la population initiale par des catégories sociales plus riches. Il s'agit d'un phénomène complexe qui mériterait une vidéo à lui tout seul. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne Ecoumène dessus. Mais pour faire simple, que la vidéo soit pas trop longue, quand un quartier se gentrifie, cela se fait en 2 temps. Premièrement, les riches arrivent, le quartier devient de plus en plus hétérogène socialement, et ensuite les pauvres n'ont plus les moyens de rester et partent. Le quartier devient donc un quartier riche. À l'inverse, une ville ou une partie d'une ville peut se paupériser. Généralement, cela se produit dans un certain contexte. Par exemple, Saint-Denis, dans la banlieue de Paris, était jusqu'à il n'y a pas si longtemps un pôle industriel important. Les délocalisations massives ont appauvri le coin, faisant perdre à la seule commune de Saint-Denis 14% de sa population de 1968 à 1999. Seuls les plus pauvres et ceux qui n'ont pas pu trouver d'emploi ailleurs sont restés. Encore aujourd'hui, sur les 2 communes de Saint-Denis et Saint-Ouen, 39% des ménages vivent dans un logement social. Les familles sont composées pour 17% de familles nombreuses et pour 1/4 de familles monoparentales. La population active comprend 43% d'ouvriers
et 21% de chômeurs. Le taux de pauvreté atteint 35% en 2016. Bref, le secteur a été flingué par les délocalisations. Mais la paupérisation d'une telle zone n'arrive presque que dans ce genre de contexte. C'est un phénomène bien plus rare que la gentrification. La ségrégation socio-spatiale a surtout des conséquences négatives. Les quartiers les plus pauvres d'une ville sont stigmatisés, perçus comme dangereux par ceux qui habitent dans les autres quartiers. Les habitants de ces quartiers connaissent le phénomène de discrimination à l'adresse. En particulier quand ils recherchent un emploi, les employeurs ne veulent pas embaucher quelqu'un qui vit dans les quartiers populaires. En voyant l'adresse, ils se disent que c'est un cassos et qu'il va être incompétent sans même lire le CV ni la lettre de motivation. Dans une étude que j'ai lue pour cette vidéo, j'ai vu que pour une offre d'emploi pour un poste de cuisinier dans un restaurant à Paris, un quart des personnes habitant un quartier riche étaient retenues pour un entretien contre seulement 19% des personnes habitant un quartier pauvre, alors même qu'ils avaient tous le CAP cuisine. Ce phénomène de discrimination à l'adresse augmente les inégalités d'accès à l'emploi, donc les inégalités de revenus, ce qui augmente la ségrégation socio-spatiale. Bref, c'est un cercle vicieux. La ségrégation socio-spatiale crée aussi une inégalité des chances en amont, c'est-à-dire à l'école et plus généralement dans l'accès à la culture. L'offre scolaire et culturelle étant moins bonne dans les quartiers populaires. Aux États-Unis, par exemple, les écoles étant financées par les impôts fonciers, les fortes disparités d'un quartier à l'autre se répercutent directement sur la qualité de l'équipement et de l'encadrement scolaire des unes et des autres. En France, plusieurs dispositifs visent précisément à lutter contre cet effet de la ségrégation et sont pensés pour remédier à l'échec scolaire dans les quartiers pauvres ségrégés, mais l'objectif de justice sociale de ces politiques scolaires rencontre des résultats pour le moins mitigés. Enfin, les habitants des quartiers pauvres, en étant concentrés dans certains quartiers, se sentent exclus de la société comme mis à l'écart d'une ville qui ne veut pas d'eux. La stigmatisation de ces quartiers conduit leurs propres habitants à développer un complexe d'infériorité vis-à-vis du reste de la ville, un ressentiment envers la société dans laquelle ils vivent. Et ça aussi, c'est un cercle vicieux. Plus ce ressentiment est important, plus les habitants des quartiers riches ont une vision négative des quartiers pauvres, ce qui renforce la ségrégation. Par contre, ce sentiment d'exclusion n'est qu'un sentiment. Il ne dépend donc pas que de la situation objective, chiffrable, mais surtout de phénomènes subjectifs. C'est pourquoi, bien que l'Italie soit plus inégalitaire que la France, le sentiment d'exclusion et d'injustice est plus fort en France. En Italie, ce sentiment d'exclusion est atténué par les solidarités qui existent entre les habitants des quartiers pauvres, qui sont plus fortes qu'en France et contribuent à l'intégration sociale. À l'inverse, en France, l'idéologie républicaine, qui souhaite garantir l'égalité, est davantage mise en avant mais a énormément de ratés. Du coup, les pauvres ont plus l'impression de se faire avoir, d'être des oubliés de la République, ce qui crée plus de frustration. À cause de tous ces problèmes, il y a une volonté affichée de réduire la ségrégation socio-spatiale et donc favoriser l'inverse, ce qu'on appelle la mixité sociale, c'est-à-dire le fait d'avoir toutes les catégories sociales partout. Mais est-ce vraiment possible? Et d'ailleurs, si c'est le cas, est-ce que c'est plus souhaitable? Déjà, à chaque fois qu'on tente de créer de la mixité sociale dans un quartier populaire, c'est-à-dire d'y faire venir des classes moyennes, voire des riches, cela fait tant augmenter le prix des logements que les pauvres n'ont plus les moyens de rester et se barrent. Ce qui est la définition du processus de gentrification dont j'ai parlé tout à l'heure. On n'a jamais réussi à rendre un quartier socialement hétérogène sur le long terme. Il l'est un temps, mais finit toujours par devenir un quartier riche. Les habitants initiaux sont de facto expulsés de leur quartier. Bref, ça ne rend absolument pas la ville et encore moins la société plus juste, bien au contraire. Un moyen qui semble plus efficace pour rendre un quartier plus hétérogène socialement serait de créer du logement social dans un quartier chic. En plein milieu d'un quartier chic, mettre un immeuble d'habitat social. Là, on se heurte à d'autres problèmes, notamment des conflits avec les habitants du quartier qui refusent de voir s'y installer des gens plus pauvres qu'eux. D'une manière générale, les gens sont toujours pour la mixité sociale, sauf quand c'est dans leur quartier.
même quand les logements sociaux ils sont construits, sont habités, quelles sont les conséquences? Y a-t-il plus ou moins de cohésion sociale entre les différentes classes sociales? Eh bien, les chercheurs Jean-Luc Chamboredon et Madeleine Lemaire ont montré il y a longtemps déjà que dans les grands ensembles des années 70, la cohabitation de populations socialement hétérogènes n'a pas entraîné les effets positifs escomptés de la solidarité sociale, ni d'absorption des classes populaires par les classes moyennes. Au contraire, l'imposition de cette mixité a conduit à dévaloriser les normes, les valeurs, les modes de vie des pauvres, et donc cela a mené à une rupture des solidarités de classe. Depuis, d'autres recherches ont confirmé, suggérant qu'au final, en dispersant les pauvres, on ne facilite pas leur intégration dans la société, car on les prive de certains services ou ressources qui leur sont adressés, et ils s'approprient beaucoup moins leur quartier que leurs voisins plus riches. Ces quelques études que j'ai lues pour réaliser cette vidéo m'ont finalement fait prendre conscience que les urbanistes, les bailleurs sociaux, les politiques, les architectes, etc. souhaitent à tout prix réduire la ségrégation socio-spatiale, mais en fait, la ségrégation n'est qu'un symptôme, pas la maladie. Le problème derrière tout ça, ce sont les inégalités sociales. D'ailleurs, on l'a vu, elles vont de pair. Plus une ville ou un pays est inégalitaire, plus la ségrégation sera forte. En fait, c'est contre les inégalités qu'il faut lutter, pas contre un de ces symptômes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu, un commentaire pour améliorer le référencement. Pour ceux qui ont carrément envie de soutenir la chaîne, le lien est dans la description.